Alright, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer tranquillement pas vite. Il est 7h01. Bienvenue à tous dans le cours de psychologie sociale. On se rappelle que dans le cours de psychocriminologie vers 2020 en temps de COVID-19. Donc, bienvenue à tous. On est 33 participants. Toujours un petit peu moins que la dernière fois, mais bon, la session avance, je comprends ça. Voilà. Euh, D'ailleurs, lors du dernier cours, vous m'aviez demandé quel passionnant fond d'écran j'allais me choisir aujourd'hui dans le cadre du cours, puisque la dernière fois que je donnais le cours, on se rappelle, dans l'air ouverte et un volcan. Donc, je vais faire ça à l'instant. Là. Vous l'aviez exigé, vous allez l'avoir, tu sais. On est en psychosocial. Psychosocial, ça réfère à, tu sais, le fait d'être dans un bain d'individus, on peut plus sortir, puis ben, tu sais, on s'ennuie tous un peu d'être dans des gros bains d'individus. Fait qu'aujourd'hui, je vais être dans un club, c'est comme ça. Donc voilà, je vous donne le cours d'un club, là, je sais pas, là, de Berlin, tu sais, voilà. Euh, J'espère que vous avez regardé le petit vidéo YouTube que je vous ai linké. C'est un TED Talk de Zimbardo, dont on va parler aujourd'hui notamment. Mais bref, Zimbardo, qui est un des grands de la psychologie, et tout particulièrement de la psychologie sociale, qui a fait le Stanford Prison Experiment, qu'on va voir tantôt, avec les gardiens et les prisonniers. Puis bon, il y a une genre d'escalade non anticipée entre les deux. On y reviendra. Mais bref, la vidéo que je vous ai demandé de regarder, c'était une vidéo de Zimbardo. Ça va un peu vite, il parle vite un peu, mais avec les explications du cours, vous devriez être en mesure là, de redonner un deuxième visionnement. Ça va probablement vous paraître un peu plus clair, mais quand même assez fascinant sur les horreurs de la prison d'Abu Ghraib et son interprétation de la chose. On y reviendra dans tous les cas tantôt. Donc, aujourd'hui, on parle de psychosocial. Ici, vous avez des références qui prouvent que je n'ai pas plagié l'ensemble de mon contenu. On remercie cordialement mes références. Et petit plan de la séance, on commence par regarder les bases de la psychosociale, c'est quoi les postulats, les définitions de la discipline de la psychosociale. On va regarder les débuts de la psychosociale que j'appelle houleux notamment parce que il va y avoir plusieurs expériences fondamentales en psychosocial qui vont moins bien se passer et qui ont mené à des refontes notamment de l'éthique en psychologie justement parce qu'il y a des traumas potentiels qui ont été infligés aux participants. On va voir que c'est des expériences qui ont dans le cas à tout le moins de Milgram et Zimbardo relativement mal tourné, là, surtout dans le cas de Zimbardo. Donc c'est pour ça que je les appelle les débuts houleux, mais ça reste les débuts de la psychosociale et ce sont des expériences qui sont fondamentales. Pour ceux qui ont eu des cours de psycho, vous avez probablement déjà entendu parler de ces expériences fondamentales de la psychologie. Ensuite de ça, on va regarder des techniques de manipulation et on va regarder, si on a le temps, des notions de polarisation sociale et de radicalisation parce que vous n'êtes pas sans savoir, mais vous êtes peut-être sans le savoir, mais bref, je vais postuler que vous n'êtes pas sans savoir que dans le fond, j'ai une expertise d'une part en délinquance sexuelle, qui est mon expertise principale, mais également, depuis quelques années, je travaille dans le domaine de la radicalisation violente, donc on va regarder un peu ça si on a le temps. Euh, le cours de psychosocial est quand même un peu intéressant parce que c'est un peu le cours qui. En fait, c'est un cours relativement idéal et troublant pour clôturer la session parce que. Ben oui, c'est déjà le dernier cours de la session, voilà qui est fort triste, mais bon, le temps passe vite quand on s'amuse. Mais l'idée, c'est que durant toute la session, on a parlé de prédispositions individuelles, on a parlé de monde interne, de moi, de surmoi, de ça, on a parlé de cognition, de la façon dont la mémoire fonctionne, mais on a beaucoup regardé comment l'espèce de psyché individuelle et notre milieu familial là, très immédiat détermine nos comportements et notre personnalité. Mais ce qu'on va voir dans le cadre de la psychosociale, et c'est un peu un genre de gros finger au reste du cours au complet, c'est que toutes les prédispositions individuelles, le développement, le monde interne, tout ça ne vaut absolument rien quand tu le compares à l'influence de ton cercle social. Okay? L'influence que les autres ont
sur nos comportements, que la pression sociale a sur nos comportements, ça a beaucoup plus de pouvoir explicatif qu'à peu près l'ensemble des prédispositions individuelles qu'on peut regarder. Les prédispositions individuelles, la personnalité, ça ne vaut rien quand tu le compares au pouvoir de l'influence des pairs. C'est quand même assez troublant et inquiétant. On va le voir notamment au niveau de l'influence à l'autorité par Milgram, mais tout ça pour dire que c'est un peu un cours qui dit c'est bien cute ce que vous avez vu durant les 14 autres cours, mais tout ce temps-là, il fallait en réalité étudier les relations sociales et pas tant les prédispositions individuelles. Bon, c'est évidemment qu'ils se forment via les relations sociales, mais vous voyez quand même ce que je veux dire. La psychosociale est une science qui unit la psychologie et la sociologie, mais d'un point de vue micro et non macro. Donc, on regarde pas tant des données agrégées, comme par exemple le lien entre la criminalité d'un quartier et le niveau de pauvreté, qui sont des données justement très agrégées, qui comprennent énormément d'individus, des milliers, voire des dizaines de milliers. On est davantage dans la compréhension au niveau individuel dont le groupe affecte justement les comportements de l'individu. Donc, on a quand même un point de vue qui est micro, qui est individuel, même si on lie l'individu à son environnement social. La psychosociale, grosso modo, ça étudie de façon empirique, donc scientifique, comment les pensées, les émotions et les comportements sont influencés par un paquet d'affaires. Donc, premièrement, sont influencés par la présence explicite ou implicite d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on veut dire par une présence explicite d'autres personnes? Ben, c'est carrément, tu es dans un bar, là, comme moi en ce moment, bien sûr. Tu es dans un bar avec un de tes amis, vous êtes un peu chaud d'ail, et l'ami en question vous dit « t'es pas game de faire X, Y, Z », et là, vous le faites, vous vous couvrez de ridicule, bon, et voilà. Mais l'espèce, justement, de quelqu'un qui explicitement, qui est physiquement avec toi, et qui te dit « t'es pas game », qui te tente d'être influencé, « t'es pas game d'aller faire tel crime, t'es pas game de bon », etc. C'est une influence claire, explicite. Il y a également des influences qui sont implicites, c'est-à-dire qui peuvent s'opérer sans la présence de la personne et le fait que cette personne-là vous demande quelque chose. Donc, carrément, là, ça rejoint un peu l'idée de se conformer à des modèles, le fait que puisqu'on veut que les autres nous apprécient, nous aient en haute estime, etc., bien, on adopte des comportements pour plaire aux gens. On est agréable, on est empathique, on est compréhensif, on est drôle, etc. Mais c'est l'idée que pour plaire aux autres personnes qui n'exigent rien concrètement dans l'immédiat, ben on module nos comportements pour être appréciés, pour être intégrés au groupe, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est des influences qui sont implicites d'autres personnes. On peut également être influencé par des normes culturelles, et là, il y a un paquet de normes culturelles, mais si on reprend des exemples qu'on a vus dans les derniers cours, on se rappelle qu'au niveau de la théorie de Malamud, qui explique l'agression sexuelle commise envers des femmes, et qui dit essentiellement qu'il y a des racines évolutionnistes à ça, il y a une espèce de tendance naturelle à la promiscuité sexuelle et à la masculinité hostile chez les hommes, mais que cette espèce de tendance naturelle-là est dormante et doit être activée par le fait de baigner dans une culture qui, justement, valorise la promiscuité sexuelle et des comportements un peu machistes, ou des cognitions à tout le moins un peu machistes. Et l'idée, c'est que de baigner dans cette culture-là, que certains ont appelé culture du viol, dans certains groupes sociaux, comme notamment les gangs de rue, de baigner dans ces cultures-là, ça active les facteurs de risque évolutivement hérités et nous met à risque de commettre une agression sexuelle. Puis justement, cette espèce de culture du viol-là est un exemple de normes culturelles dans laquelle vous pouvez baigner qui influencent vos pensées, vos émotions et vos comportements. Il y a d'autres exemples de ça, un peu moins sordides que tirer de l'agression sexuelle, mais c'est mon domaine, fait que des fois, je retourne vite à ces exemples-là. Mais, il y a d'autres exemples de normes culturelles. Puis, par exemple, avec des gens de la population québécoise, on sait que ce qu'on pourrait appeler des Québécois de souche ont un rapport assez tendu, si je peux me permettre, avec la religion, autant catholique là, que musulmane et autres. Et l'idée, c'est que
il y a un certain échantillon du peuple québécois, ceux qui sont plus vieux, que certains appellent les boomers, et qui leur disent OK quand ils sont allés d'argumenter avec eux. Mais, non, plus sérieusement, il y a une tranche de la population québécoise, notamment celle qui a vécu la Révolution tranquille et qui a été peut-être directement ou indirectement exposée via leurs parents à l'époque de Duplessis, dans laquelle la religion avait énormément de contrôle et un contrôle qui n'était pas nécessairement sain là, sur le peuple. Mais justement, cette tranche de population-là, de par la Révolution tranquille, de par laquelle ils sont affranchis d'une influence assez problématique à l'époque de la religion, bien évidemment, tout ce groupe-là a un rapport très très tendu à la religion et qui est peut-être un petit peu moins présent, cette tension-là, chez les Québécois qui sont plus jeunes, si on veut. Et justement, l'espèce d'idée, l'espèce d'une grosse tension par rapport à la religion de certaines strates de la population québécoise, ben c'est un exemple de façon dont justement une norme culturelle, donc celle justement des Québécois un peu plus vieux, influence la façon dont ils pensent, perçoivent les choses. Je préfère des mauvaises blagues de Denise Bombardier, là, mais je vais me retenir. Et dernière chose qui peut affecter le comportement, les représentations sociales. Donc, des représentations sociales, c'est un ensemble de valeurs, d'idées, de métaphores, de croyances, mais également de pratiques qui sont partagées par les membres d'un groupe ou d'une communauté. Puis ça, évidemment, ça peut, un peu comme les normes culturelles, influencer le comportement. En résumé, la psychosociale étudie les facteurs qui nous amènent à nous comporter d'une manière donnée en fonction d'autrui, qui soit présent physiquement avec nous ou qui soit absent, mais qu'on veuille quand même se conformer à certains modèles. C'est une discipline où on étudie de façon systématique les interactions humaines et leurs fondements psychologiques. Smith et Mackey disent que ça promouvoit l'étude scientifique de l'influence des processus cognitifs et sociaux sur les façons dont les individus perçoivent, influencent et entrent en relation avec les autres. Puis, on voit les premiers pas de la psychologie sociale, notamment assez loin, notamment dans les bons vieux philosophes grecs, donc ce bon vieux Aristote, Platon et Socrate, pour ceux qui ont fait leur philo de cégep, on vous le souhaite. Aristote, il s'est pas trop cassé les couilles, là. Il a dit j'ai réfléchi à ça, puis j'ai constaté que l'être humain là, vivait en société, puis j'ai cherché la raison de ça et j'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est que l'être humain est par nature un animal sociable et politique. C'est pour ça qu'il s'agrège en groupe. C'est un peu tautologique comme raisonnement, mais vraiment, selon Aristote, l'être humain est un animal social. C'est dans sa nature. Ensuite, Platon qui nous dit que le bonhomme responsable de l'allégorie de la caverne nous dit que la psyché individuelle est définie par la psyché de la cité. Donc, c'est un peu de dire que la façon dont les individus se comportent, c'est influencé par les normes sociales, ce qu'on pourrait décrire comme étant la psyché de la cité. Le code criminel, exemple, qui définit ce qui est légal et illégal, ben, c'est la psyché de la cité. Les règles de confinement actuelles en temps de COVID, ben, c'est la psyché de la cité, puis ça influence les gens à respecter, ben, ou pas, mais la plupart du temps respecter ces règles-là. Ensuite, Socrate, qui propose dans les différentes façons d'atteindre la vérité, la maïeutique, qui est une forme justement de façon d'atteindre la vérité par le dialogue, et c'est l'espèce de faire une espèce de dialogue avec les individus. On le voit souvent dans les thérapies de restructuration cognitive, où l'idée c'est qu'on questionne l'individu sur ce qui sous-tend ses croyances, de sorte à ce que l'individu se rende compte lui-même des contradictions dans son discours, si contradiction il y en a pas toujours, tu sais. Mais vraiment, c'est de questionner l'individu sur, bon, t'as dit telle affaire, est-ce que ce que tu viens de dire, tu dirais la même chose de ta mère, par exemple, tu sais. Puis là, l'individu, comme, ben non, là, je dirais pas ça de ma mère. Comme, ben oui, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi tu prétends que toutes les femmes sont X, Y, Z, tu sais. Donc, c'est vraiment l'espèce d'idée de questionner l'individu pour qu'il se rende compte de par lui-même, ce qui est empowering, des incongruences dans son discours. Et l'idée, c'est que, justement, l'atteinte de la vérité passe par le dialogue entre les individus. Donc, de par l'interaction entre les individus.
Ensuite de ça, on voit également les premiers pas de la psychosociale dans Triplet, qui parle du phénomène de facilitation sociale, dont on a déjà discuté dans le cours, mais qui est l'idée que quand tu as un auditoire devant toi, tu as tendance à vouloir te surpasser pour leur en mettre plein la vue. Donc, je vais donner l'espèce d'exemple un peu douchebag, là, vous me le permettrez. Mais si justement, quand vous entraînez chez vous avec vous-même, vous faites environ, je sais pas, 20-25 push-ups, puis après ça, vous n'êtes plus capable. Mais quand votre coach dans le gym, bon, il n'y a plus personne qui est dans un gym, mais bon, mettons qu'on n'était pas en COVID, là, vous êtes avec votre coach dans votre gym, puis il dit « Ah ouais, le gros, fais-en 5 de plus pour moi. » Puis ben, c'est vraiment plus facile dans ce cas-là. On est vraiment capable de se surpasser quand il y a des gens qui nous observent, qui nous poussent à nous dépasser, ou qu'on se pousse nous-mêmes à se dépasser pour les impressionner. Donc là, on ne fera pas 20-25 push-ups, on va en faire 30-35. Okay. Il y a un effet inverse, qui est l'effet Ringelmann, qui est l'espèce d'idée que plus tu travailles sur un projet commun avec de plus en plus d'individus, plus tu vas te désinvestir de ce projet commun-là. Donc, dans le fond, si tu travailles dans une gigantesque entreprise comme Microsoft et Google, qui ont plusieurs milliers d'employés dans plusieurs pays différents, bon, etc., ça se peut que tu aies comme l'impression que ton 7 heures par jour, 5 jours semaine, donc ton 35 heures semaine, n'ait pas tant d'influence sur le gros outcome de la compagnie en général et que ça te pousse un peu à te désinvestir. Puis peut-être que tu vas slacker un peu à la job, peut-être que genre tu vas faire autre chose, comme aller sur Facebook puis faire alt-tab quand ton boss passe derrière toi, bon, etc. Mais l'idée, c'est que quand tu travailles sur un projet commun dans un très grand groupe, on observe une tendance à se désinvestir de ça. Ce qui serait peut-être pas la même chose si, par exemple, tu travaillais à 3-4 personnes sur un projet, mettons, un organisme à but non lucratif, puis que, ben, si parmi les 3 personnes qui font rouler le projet, il y en a une des 3 qui se désinvestit, ben, on s'entend que c'est un gros problème, puis ça risque de planter. Mais à l'inverse, si vous travaillez chez Microsoft, puis que vous slackez un peu, et que vous travaillez 1 ou 2 heures de moins sur votre shift que vous devriez, ben, la compagnie va pas s'effondrer, puis ça risque de... personne risque de le remarquer, puis etc. Tandis que si, justement, vous slackez dans un OBNL où il y a 3 personnes, ben, le fait que vous slackez, ça va être observé par tout le monde. Donc ça, c'est l'effet Ringelmann. Là, psychosocial, notamment, prend son envol, notamment par certaines personnes qui sont des pionniers de la psychosociale, par exemple Kurt Lewin, qui ont été forcés de s'exiler de l'Allemagne nazie pour aller vers les États-Unis. Kurt Lewin, c'est un pionnier de la psychosociale et de la psychologie du travail. Puis on verra pas ces théories dans le cours en détail, d'une part parce que je les connais pas tant que ça, là, mais d'autre part parce que c'est pas le but. Mais je suis allé lire un petit peu là, sur ces affaires, puis ce que Lewin nous disait grosso modo, c'est que pour comprendre le comportement d'un individu, il faut regarder l'ensemble des influences sociales de son milieu, puis pas juste celles qui sont immédiates, par exemple du noyau familial, comme des théories psychodynamiques le suggéraient, ou du moins mettraient l'accent sur le noyau familial, relation parent-enfant. Lewin nous dit qu'il faut, oui, regarder le noyau familial, mais il faut aussi regarder l'ensemble des systèmes autour de la personne, ce qui renvoie un peu à la théorie de Bronfenbrenner, là, du microsystème, du mésosystème, de l'exosystème, du macrosystème. Donc, c'est plein de systèmes qui sont plus ou moins proches de l'individu, mais qui l'influencent tous. Puis ce que Lewin nous dit, c'est que l'ensemble des systèmes sociaux, donc l'ensemble des systèmes dans l'environnement social de l'individu doit être considéré pour comprendre comment l'individu se comporte. Okay. Donc, il met encore une fois l'emphase sur l'importance de regarder les relations sociales d'une personne pour comprendre ses comportements. La psychosociale a également prend de l'essor suite à la malheureuse montée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que cet événement malheureux dans l'histoire de l'humanité soulève énormément de questions sur la nature humaine. Notamment, comment se fait-il que des groupes peuvent se polariser à ce point-là? Comment le in-group, par exemple, les nazis / les Aryens se construisent, et comment on construit un groupe qui est l'ennemi, le out-group, qu'on peut arriver à déshumaniser à un point où on leur inflige tous les traitements qui leur ont été infligés, okay? Qui est de l'ordre carrément du génocide. Donc comment justement des groupes arrivent à se polariser à ce point-là, c'est évidemment fondamental dans la compréhension des dynamiques de radicalisation violente.
Autre affaire, à quel point les êtres humains sont obéissants. Quand on essaie de comprendre l'ère nazie, l'hypothèse selon laquelle les Allemands sont tous des psychopathes est pas bonne. Ça ne tient pas la route. Okay? C'est pas ça qui est responsable de l'ère nazie, manifestement. Il y avait peut-être une gang de psychopathes au top de l'échelle, mais ultimement, c'est beaucoup de personnes qui ont obéi à d'autres personnes dans la chaîne de commande. Donc, à quel point l'être humain est réellement en mesure d'obéir à une autorité quand l'autorité donne des ordres extrêmement injustes, notamment les traitements qui ont été infligés à la communauté juive. Donc, à quel point l'obéissance humaine, c'est sans borne. Puis la réponse, c'est que c'est pas mal sans borne. On n'a aucune idée d'à quel point on obéit aux ordres naturellement. Okay? On y reviendra. Autre affaire, à quel point la propagande peut être persuasive, stratégie de marketing, ça rentre là-dedans. Puis la réponse, c'est également pas mal. Puis c'est un phénomène sur lequel c'est primordial de se pencher en l'état actuel, avec d'une part la montée de la pseudo-science, les fake news, Trump, les groupes radicalisés, etc., qui vivent dans une espèce de monde de faits alternatifs pour justifier leur idéologie. Donc à quel point justement cette propagande-là est susceptible d'affecter les croyances des individus. Puis la réponse, c'est pas mal. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des débuts houleux dans la psychosociale parce que les premières expériences célèbres, notamment de Milgram et de Zimbardo, tournent un peu mal et mènent à des refontes majeures de l'éthique en psycho. Il y a 4 niveaux d'analyse de la psychosociale. La première, c'est l'analyse intrapsychique. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la psyché d'une même personne. Okay? Ce qui réfère un peu là, aux dynamiques du ça, du moi et du surmoi de la psychanalyse ou à la façon dont une personne réfléchit en psychologie cognitive, les systèmes de mémoire, etc. Et un exemple d'analyse intrapsychique, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, là, c'est une tension qu'une personne ressent lorsqu'un comportement entre en contradiction avec ses idées ou ses croyances. Ça se fait généralement en triade. Il y a comme 3 pôles, puis à un moment donné, un pôle arrête de fitter avec les 2 autres, et là, ça donne une dissonance, puis là, on tente de résoudre cette dissonance-là en changeant un des pôles pour que les 3 fitent à nouveau ensemble. Exemple possiblement vécu suite à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Je discute avec quelqu'un qui aime bien la musique de Patrick Bruel et qui a déjà acheté des billets pour son show qui à l'époque était dans, mettons, 1 mois. C'est un problème parce que Patrick Bruel vient de se faire accuser à ce moment-ci par plusieurs victimes potentielles d'harcèlement sexuel. C'est quand même un certain problème parce que le 3e pôle du triangle, c'est évidemment l'individu n'aimait pas les auteurs de crimes sexuels, notamment en raison des conséquences désastreuses que ça a pour les victimes. Donc une dissonance. D'une part, vous aimez Patrick Bruel puis vous voulez aller le voir en show. Vous n'aimez pas les agresseurs sexuels, sans grande surprise, mais, oh boy, Patrick Bruel vient de se faire accuser de potentiellement de crimes à caractère sexuel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dissonance. Il faut changer une des pointes du triangle pour que le tout fonctionne à nouveau. Donc, si tu changes le fait que t'aimes la musique de Patrick Bruel puis que tu veux aller voir son show, tu peux te dire, puisque j'aime pas les agresseurs sexuels et que Patrick Bruel a été accusé de crimes à caractère sexuel, eh bien, je vais choisir de ne plus aller voir son show pour ne plus l'encourager. Je vais essayer de me faire rembourser, etc., etc., etc. Je vais mettre le feu à ses albums. Name it. Première façon, tu changes le premier pôle. Le 2e pôle, c'est justement, il vient de se faire accuser d'harcèlement sexuel, puis ça vous arrange pas. Fait que là, vous pouvez essayer de changer ça en disant... Ouais, mais je pense que Patrick Bruel, c'est pas vraiment un agresseur sexuel. Anyways, les gestes à caractère sexuel qui se fait reprocher, tu sais, c'est des accusations, c'est pas des condamnations. Puis, tu sais, franchement, la masseuse à qui a demandé des contacts sexuels avait juste à dire non, ça voulait pas, puis bon, etc. Ce qui est un raisonnement que je trouve un petit peu sketch, puis qui tombe dans le victim blaming, bien malheureusement. Là. Mais l'idée, c'est que vous pouvez changer le pôle. Patrick Bruel est potentiellement responsable de crimes à caractère sexuel en disant je pense que c'est pas vrai, donc je vais aller voir son show, puis c'est pas grave si j'aime pas les agresseurs sexuels parce que Patrick Bruel n'en est pas un. Le 3e pôle que personne ne peut faire, vous pouvez vous mettre à aimer les auteurs de crimes sexuels. Fait que là, dans le fond, le fait que vous avez Patrick Bruel et qu'il en soit un n'est pas un problème. Bon, évidemment, ça c'est absurde, là, mais c'était pour vous donner l'exemple des 3 pôles que vous pouvez changer pour résoudre
la dissonance cognitive. Donc ça, c'est le niveau d'analyse intrapsychique. Là, il y a d'autres choses que les dissonances cognitives dans l'analyse intrapsychique, là, mais c'en est un exemple. Il y a les processus interpersonnels, donc l'analyse des relations entre des personnes, généralement entre comme deux individus. Le niveau 3, c'est l'interaction entre l'individu et des groupes de personnes. Donc, par exemple, l'obéissance à l'autorité, la conformité au groupe, etc. Et la dernière relation, le dernier niveau d'analyse, pardon, c'est les relations intergroupes. Donc, carrément, dans le niveau 3, vous avez la relation entre un individu et un groupe. Dans le niveau 4, vous avez les relations entre plusieurs groupes différents. Par exemple, dans le cadre de compétitions sportives, dans le cadre d'échanges, dans le cadre de compétitions non sportives, genre faire la guerre, des choses comme ça, ben là, c'est des relations intergroupes. Puis, dans ce contexte-là, on va voir que l'expérience de Ash et de Milgram, pour ceux qui la connaissent, mais on y reviendra, se font notamment au niveau 3, donc l'individu en relation avec le groupe, l'influence du groupe sur l'individu. Puis dans le cas de l'obéissance à l'autorité, ben c'est justement l'obéissance à l'autorité, la figure autoritaire d'un groupe par rapport à l'individu. Tandis que si on regarde l'expérience de Zimbardo, qui regarde une espèce de polarisation et une dégradation des conditions entre les gardiens et les prisonniers, qui deviennent de plus en plus polarisés un groupe envers l'autre, ben là on est dans le niveau 4, on est des relations intergroupes. On y reviendra. Donc, on va parler de trois grandes expériences de la psychosociale, l'expérience de Ash, de Milgram et de Zimbardo. L'expérience de Ash, contrairement aux autres expériences, ne mène pas à une refonte de l'éthique parce qu'elle n'est pas traumatisante. Là. Les deux autres, ça se passe moins bien. Mais pour Ash, c'est relativement tranquille, mais les résultats sont quand même fascinants. C'est une étude sur le conformisme au groupe. L'expérience, dans le fond, c'est qu'un individu rejoint l'expérimentateur et l'expérimentateur lui dit « Tu peux rejoindre un autre groupe de participants là, parce que l'expérience se fait en groupe. » Et voilà. Mais la réalité, c'est qu'il y a un seul participant et tous les autres participants, entre guillemets, sont en fait des acteurs qui s'est arrangé avec le gars des vues. Donc, dans le fond, tu es un groupe de personnes qui sont dans une pièce et on leur demande de faire une tâche toute simple. Dans un premier temps, on montre sur un carton la longueur d'une ligne, une ligne d'une certaine longueur, mettons 1 décimètre. Puis là, on présente un autre carton sur lequel il y a 3 lignes d'une taille différente et dont l'une de ces lignes-là est de la même longueur que celle sur l'autre carton. Il y a une ligne d'1 décimètre, une ligne de 3 décimètres, puis une ligne de 1 centimètre. Le crime, c'est pas compliqué, là, on s'entend. Là, c'est une tâche qui comme c'est une tâche visuelle des plus simples. Un enfant de 2 ans, ben, peut-être pas de 2 ans, mais un enfant de 5 ans pourrait répondre à ça sans problème. Or donc, on demande justement aux participants en groupe d'identifier la ligne parmi les 3 qui correspond à celle sur l'autre carton. Et comme j'ai dit, en réalité, il y a un seul participant par groupe. Les autres sont des assistants de recherche qui répondent de façon clairement erronée et unanimement 12 fois sur les 18 essais. Donc, il y a des fois qui répondent la bonne réponse pour que le participant ne comprenne pas trop vite le subterfuge. Là. Puis l'idée, c'est qu'on veut voir, devant une tâche toute simple dont la réponse est évidente, si tout le reste des gens autour de toi répondent une fausse réponse, une réponse qui est clairement mauvaise, est-ce que ça va influencer les gens à aussi répondre des réponses clairement mauvaises? La réponse est définitivement. Donc, 75% des fois, des participants en fait, répondent au moins une fois comme les autres de façon clairement erronée. Donc, sur un des 12 essais où l'ensemble du groupe des acteurs répondent une mauvaise réponse et que c'est évident, malgré ça, 75% des participants vont au moins une fois faire une mauvaise réponse pour suivre le reste du groupe. 50% vont le faire au moins 6 fois sur 12 et seulement 25% des participants vont se montrer ouvertement en désaccord à chaque fois qu'une réponse clairement erronée est donnée par les assistants de recherche. Donc, c'est quand même fou qu'une tâche toute simple, dont la réponse est extrêmement évidente, ben, les gens sont susceptibles de changer leur réponse pour se conformer à ce que le reste du groupe prétend, même si théoriquement, c'est clairement faux.
Ici, vous avez un petit lien vers une vidéo YouTube qui fait une version un peu loufoque de l'expérience de H. Mais c'est comme... C'est assez rigolo, ça vaut le visionnement, là, ça dure quelques minutes. C'est super intéressant. Ensuite, on va parler de l'expérience de Milgram, qui a été réalisée dans les années 60, là, entre 1960 et 1963. Il y a eu un paquet de variantes là, différentes de l'expérience de Milgram. Et ça porte sur la soumission ou l'obéissance à l'autorité. Puis, on veut comprendre comment une personne placée devant une autorité qu'il juge légitime, on va voir que ça c'est important, il doit reconnaître la légitimité de l'autorité, ben, il va se soumettre à celle-ci et agir contre sa conscience parce que ce que l'autorité va lui demander, c'est relativement absurde et injuste. Et ça a des gros liens avec l'ère nazie, notamment Stanley Milgram était de nationalité juive, donc on s'entend que c'était quelque chose qui le concernait quand même d'assez près. La façon dont l'expérience se déroule, vous avez un participant qui rencontre dans la salle où on leur explique les consignes, et là-dedans, il y a 2 participants. Mais il n'y en a pas réellement 2, il y en a un que c'est un acteur, puis c'est arrangé avec le gars des vues. Donc, l'individu se présente dans la salle, et il y a un expérimentateur en blouse blanche avec un ton très autoritaire qui lui explique que le but de l'expérience d'aujourd'hui, c'est de regarder l'influence de la punition sur l'apprentissage, notamment de tâches mnémoniques. Okay? Justement, il dit justement, on a fait une genre de recension de littérature. Puis ce qu'on s'est remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui parlent de l'effet du renforcement dans l'apprentissage, c'est le fait de récompenser pour fixer un apprentissage. Là, on se rappelle de ce bon vieux Skinner via le conditionnement opérant. Justement, ben, quelque chose qu'on ne fait pas souvent, c'est étudier l'influence non pas du renforcement, mais de la punition. On veut voir comment justement les punitions vont contribuer à l'apprentissage de tâches mnémoniques. Donc là, justement, vous êtes 2 participants qui vont être assignés de façon aléatoire, entre guillemets. Il y en a un qui va être la personne qui va apprendre les tâches mnémoniques, et l'autre personne va être l'enseignant ou le professeur qui est chargé de punir l'apprenti si jamais il se trompe dans ses tâches mnémoniques. Comme j'ai dit, tout ceci est arrangé avec le gars des vues parce que le participant réel est toujours assigné au rôle d'enseignant et l'acteur est toujours assigné au rôle d'apprenti. Et justement, l'apprenti, l'acteur, a accès en temps réel à la quantité de voltage qu'il se fait donner par le professeur et peut faker la douleur en conséquence. Donc, le faux participant, l'apprenti, est attaché sur une chaise avec des électrodes au poignet. Le vrai participant joue l'enseignant et on lui dit justement qu'à chaque erreur, l'enseignant doit punir l'apprenti d'une décharge électrique là, qui commence à 15 volts, mais qui finit à 450 volts. Et l'idée, c'est à chaque fois que l'apprenti se trompe, tu montes le voltage de 10 ou 15 volts. 15 volts, il me semble. Et justement, il y a une augmentation graduelle. Plus l'apprenti se plante, plus le voltage augmente. Et l'espèce d'appareil qui donne du voltage, puis évidemment, c'est un faux appareil. Il n'y a aucun voltage qui se donne en réalité. L'apprenti n'est pas réellement soumis à des chocs électriques. Passé comme 350 volts, le cadran est en rouge, puis c'est écrit comme « Attention au risque de mort ». Fait que c'est comme ça, c'est clair. Là, en plus de ça, des fois, l'apprenti, il dit « Ouais, là, moi, j'ai déjà une condition cardiaque. C'est-tu safe, le fait de me faire donner des chocs électriques? » Juste pour stresser le professeur un peu. Et l'expérimentateur dit de façon très confiante « Écoutez, les chocs ne devraient pas causer de dommages permanents des tissus. » Très rassurant, bien sûr. Au fur et à mesure que l'expérience se déroule, l'apprenti fait de façon exprès des erreurs, ce qui fait que le voltage doit augmenter de 15, 30, 45, 60 volts jusqu'à 450. Et l'idée, c'est de voir, c'est quand que les gens vont arrêter. Et au fur et à mesure que le voltage augmente, l'acteur simule la douleur et le désaccord avec la procédure de façon de plus en plus intense. Donc au début,
Ça a l'air de faire un petit picotement qui est pas très dangereux. Mais au fur et à mesure que le voltage augmente, il commence à crier, à faire ouch! Genre aïe aïe! Juste vraiment des grosses expressions de douleur. Et rendu à 300 volts, l'apprenti demande carrément l'interruption de l'expérience. Là, il dit là, je suis plus bien, je veux plus être là-dedans, ça n'a pas de bon sens, je veux sortir. T'sais? Puis là, l'expérimentateur, en blouse blanche, reste intraitable. Il dit avec énormément d'autorité, vous devez continuer, vous n'avez pas le choix, et je prends l'entière responsabilité des actes qui sont faits ici. Vous êtes juste un participant auquel on vous a demandé de donner du voltage. Veuillez faire votre job, c'est-à-dire continuer à donner du voltage. Vous êtes engagé, il est trop tard pour vous désengager. Et là, dans le fond, c'est ça. L'expérience, c'est de voir à partir de quand les gens vont dire ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est pas vrai que je vais pour un 20$ dans une expérience universitaire, je vais donner des chocs électriques mortels à quelqu'un. Là. Je veux rien savoir, je m'en vais de là. T'sais. Et la question est combien de personnes. Ah oui, puis passer 300 volts, rendu à 350 ou 400 volts, l'apprenti tombe carrément fin de tomber dans le coma. Donc, il fait juste arrêter d'avoir mal, mais comme de répondre carrément. Là. Il ne parle plus. OK? Puis là, ben, c'est dur de réussir une tâche mnémonique quand tu parles pas, tu sais. Il faut que tu répètes une série de mots. Fait que quand t'es rendu inconscient, ben, tu répètes pas beaucoup de séries de mots, tu sais, ce qui constitue une erreur. Ça, t'as l'expérimentateur qui est comme, ben, il vient de se tromper, donner un choc, tu sais. Puis là, t'es comme, esti, il est inconscient, comment qu'il va réussir la tâche mnémonique, tu sais. Mais non, vous devez continuer, donnez-lui un choc quand même. Et la question, c'est combien de personnes vont se rendre à 450 volts, qui sont des chocs clairement létaux quand l'apprenti est inconscient. Puis, quand Milgram a discuté de ça avec ses vieux collègues profs d'université barbus, ils se sont dit bon, voilà, selon vous, quelle est la prévalence de gens qui vont aller jusqu'à donner 450 volts, t'sais? Fait que là, ils réfléchissent à ça, puis il y en a un qui dit ben écoutez, aller jusqu'à 450 volts, c'est un comportement qui est clairement sadique. Or, la prévalence du sadisme dans la population, c'est environ 1 à 3%. Donc, je suppose qu'environ 1 à 3% des participants là, va se rendre jusqu'à 450 volts. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 2/3, donc 68% des participants sont allés jusqu'à donner 450 volts, même lorsque l'apprenti était immobile et parlait plus, réagissait plus au choc, puis que Colin, il avait l'air mort. Là. Okay? Donc, plus du 2/3 des gens, là, 68% des gens ont donné des chocs létaux juste sous l'influence d'un expérimentateur qui dit avec autorité, vous devez continuer, vous n'avez pas le choix, j'en prends l'entière responsabilité. Donc, évidemment, ça a été extrêmement troublant. Les gens ont capoté. En même temps, on a capoté, mais on a fait comme « Oh! OK, on comprend un peu mieux comment quelque chose d'aussi horrible que l'ère nazie a pu arriver si l'obéissance à l'autorité de l'être humain est telle. » Donc, ça soulève le danger de l'obéissance à l'autorité, mais surtout l'espèce de tendance naturelle de l'être humain à obéir à l'autorité dans un cercle social, aussi injuste cette autorité soit-elle. Ça nous a aidé à comprendre comment des actes aussi sordides que des génocides ont pu se passer. Puis ça aide aussi à comprendre les espèces de délits à grande échelle des compagnies. Il y a quelques temps de cela, là, ça fait de plus en plus d'années de cela, mais il y avait la fameuse compagnie Volkswagen qui se vantait, qui voulait l'entendre, qu'elle faisait des voitures très performantes et éco-énergétiques à la fois. C'était comme nous, il y a des manufacturiers d'auto qui se disent éco-énergétiques, mais ils sacrifient la performance. Nous, on est le best of both worlds, on est éco-énergétique, et en plus de ça, on est tout aussi performant que les voitures 100% à gaz. Fait que vous devriez juste prendre nos voitures, parce que c'est un meilleur rapport qualité-prix. Ça pollue pas, ça performe mieux que les autres voitures qui polluent pas. T'sais. Et on s'est rendu compte, l'action a pris un léger coup quand ça a été découvert, mais on s'est rendu compte que la raison pour laquelle les Volkswagen étaient si éco-énergétiques tout en étant performantes, c'était qu'ils avaient muni la voiture d'un genre de détecteur, de sensor, qui avertissait
le moteur quand elle sentait que ses émissions de gaz à effet de serre étaient détectées. Fait que dans le fond, quand la voiture était soumise à un test de détection de gaz à effet de serre, il y avait un sensor qui disait active, dans le fond, réduis ta performance pour émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Et quand cette détection-là n'était pas activée, que la voiture était juste normale sur la route, ben, elle émettait tout plein de gaz à effet de serre et était conséquemment performante. Tout simplement parce que, dans le fond, les émissions réduites, c'était seulement lors des tests à cet effet et pas en général dans la vie lorsque tu roules avec la voiture. C'est un gigantesque scandale qui demande une coordination quand même assez importante à travers plusieurs échelons de la compagnie. Puis, comment ce genre d'affaires-là peut se produire? Ben, tu sais, si justement tu es un petit employé dans la compagnie, son supérieur qui dit hey, faudrait que tu me programmes un bidule qui permet de détecter quand la voiture est soumise à un test d'émission de gaz à effet de serre. Puis là, t'es comme ah ouais, ok, je suis pas tout à fait certain pourquoi tu veux que je te programme ça, mais tu sais, je vais te le faire. Je suis un employé, puis toi, t'es mon boss, tu sais, puis peut-être que t'as des bonnes intentions avec ça, fait que tu le fais. Puis ben là, plus haut dans les échelons, justement, ben là, on s'entend sur la stratégie que quand la voiture sent qu'elle est détectée, elle réduit sa performance et son émission de gaz à effet de serre et reprend sa performance par après. Mais justement, quand tu es un petit employé qui se fait dire ça, ben, puis en plus, la responsabilité est divisée. Toi, tu es juste le gars qui fait le programme, qui détecte si tu es soumis à un test ou pas. Toi, tu es juste le gars qui fait que quand tu es soumis à un test, tu réduis la performance. Toi, tu es juste le gars qui, bon, etc. T'sais. Puis l'idée, c'est que les gros délits comme ça, ça prend souvent racine dans le fait que des ordres d'une autorité légitime, genre ton patron qui te paye, t'est donné, est obéi, et à grande échelle, ça fait des affaires comme le scandale Volkswagen. Vous avez peut-être déduit dans le cadre des cours que j'ai des petites tendances cinéphiles. Mais bref, il y a un film sur essentiellement la vie de Stanley Milgram et tout particulièrement son expérience qui s'appelle Experimenter, sorti en 2015. C'est quand même assez bon. Je vous le recommande. Là, ça n'a pas gagné d'Oscar, mettons, mais c'est bien coté sur Rotten Tomatoes. Puis c'est quand même c'est un film éducatif. Là. Vous allez en apprendre plein sur Milgram et sur son expérience. Vous allez avoir une excellente visualisation du test, là, comment ça se produit en réalité. Là, parce que dans le fond, vous voyez carrément dans le cadre du film, l'expérience de Milgram s'opérer, comment les participants réagissent, comment ils ont des dilemmes internes, etc., etc., etc. C'est un bon film. Donc, je le recommande. Bon, naturellement, on s'est rendu compte que pas mal plus de personnes qu'on pensait obéissaient à l'autorité, même si celle-ci est injuste. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des facteurs? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus susceptible d'obéir à l'autorité? Dans quelles circonstances une personne obéit? Dans quelles circonstances une personne n'obéit pas? Y a-t-il des caractéristiques interpersonnelles? Y a-t-il des caractéristiques de la personne qui est autoritaire? Ça dépend-tu des caractéristiques de la personne qui est susceptible d'obéir? Qui sait? Fait qu'on a fait plein de tests et d'expériences là-dessus. Et les résultats sont un peu troublants. On y revient. Mais on n'y revient pas, on y va tout de suite. Donc, première chose, l'autorité doit être perçue comme légitime, et dans ce contexte-là, l'habit fait parfois le moine. Donc, c'est pas un hasard. Si dans l'expérience de Milgram, l'expérimentateur, il avait un ton très autoritaire, il avait l'air très sûr de lui, et il avait un sarrau blanc qui évoque la médecine, la compétence, puis tout ça. Donc, vraiment, dans ce cas-ci, l'habit faisait un peu le moine. Donc, la personne qui reçoit l'ordre va percevoir l'autorité comme étant légitime. Si elle ne le perçoit pas comme étant légitime, bien évidemment, elle n'est pas susceptible d'obéir. Ensuite de ça, la figure d'autorité qui donne l'ordre doit accepter la responsabilité. Genre, je prends l'entière responsabilité de l'affaire qui a l'air pas trop éthique que je te demande de faire, mais comme toi, tu es juste l'exécutant, c'est moi qui donne l'ordre et j'en prends responsabilité. Et ça met la personne qui reçoit l'ordre en état agentique. Donc, ça fait qu'elle conçoit qu'elle n'est que l'agent d'un higher power. C'est pas vraiment elle qui prend la décision, c'est juste un exécutant. Et en plus de ça, de diviser les tâches diffuse la responsabilité. Justement, dans l'ère nazie,
Hmm, ben, c'était pas les mêmes personnes qui étaient chargées de détecter les gens de nationalité juive. C'était pas les mêmes personnes qui étaient chargées de les transporter dans un train. Et c'était pas les mêmes personnes qui étaient chargées d'activer ce qui relâchait les gaz mortels. Donc, l'idée, c'est un peu que plus ta responsabilité elle est minuscule, plus la tâche est très très circonstanciée, plus c'est facile de ne pas voir le big picture qui est très horrible, tu sais, et de se déresponsabiliser, de se déculpabiliser. C'est un peu l'idée que tu te dis, ben tu sais, moi je suis juste un conducteur de train, là, tu sais. Je me doute bien qu'il se passe des trucs pas catholiques dans ce train-là, mais moi je suis toujours bien, je suis le conducteur de train, je fais ma job, puis tu sais, c'est tout, j'ai rien à voir là-dedans. C'est une façon de se déresponsabiliser, de justement voir que tu es juste un élément de l'engrenage et que tu vois pas l'œuvre, ben l'œuvre qui était horrible évidemment, là, mais tu vois pas le big picture de la chose qui serait beaucoup plus horrifiant. Okay? Ensuite de ça, plus la victime est loin, autant physiquement que socialement, plus c'est facile d'obéir à un ordre injuste. Donc, évidemment, dans le cadre de l'expérience de Milgram, l'expérimentateur était dans la même pièce et relativement proche du participant. Donc, il lui donnait l'ordre d'obéir, mais il était proche physiquement. Et plus il est proche socialement, plus c'est facile. Plus il fait partie du même groupe social que toi, plus il ressemble plus à ton groupe social, ou plus il est proche carrément là, au niveau des liens familiaux de toi, ben plus tu es susceptible d'obéir. On peut le voir notamment dans le fait que des fois, euh, certains politiciens euh, qui, par exemple, n'ont pas l'air du Québécois ou du Canadien de souche typique, ont des fois plus de difficultés à percer parce que les gens s'identifient moins à cette personne-là, indépendamment de la qualité de ses idées. Euh, donc, plus... oh my god, pardon, je viens de me tromper. Là, je viens de parler de plus l'autorité est proche, plus on obéit. En fait, c'est-à-dire qu'il y a deux effets. Le premier, c'est plus la victime est loin, plus on obéit. Donc, plus la victime est une personne loin de nous, qui est différente de nous, qui est loin en termes de liens familiaux de nous, plus on obéit. Okay? Évidemment, si euh, dans l'expérience de Milgram, on vous demande de donner des chocs électriques à votre frère, ben à moins que vous laissiez beaucoup votre frère, là, mais vous ne devriez pas, parce que votre frère, son bien-être vous importe. C'est plus facile d'obéir à un ordre injuste si ça cible quelqu'un que tu ne connais pas et qui est loin de toi et tu en as peut-être peur. T'sais. Donc, plus la victime est loin physiquement et socialement, plus t'obéis. Et l'autre affaire que j'ai, comme je me suis mélangé au début, c'est plus l'autorité est proche, plus t'obéis. Donc, plus l'autorité te ressemble et est proche physiquement de toi, plus t'es porté à obéir. Et plus la victime est loin physiquement et socialement, mais plus tu as de facilité à lui infliger, malheureusement, là, des mauvais traitements. Puis ben là, justement, l'espèce de nerf de la guerre, c'est ok, là, c'est bien beau. Là. L'autorité, elle peut faire certaines choses pour que les gens lui obéissent ou aient plus tendance à lui obéir. Mais qu'en est-il de la personne qui est susceptible d'obéir à l'autorité? Est-ce qu'il y a des caractéristiques personnelles qui font que tu es plus susceptible de refuser un ordre injuste et de dire ça n'a pas de bon sens, je me lève contre ça? T'sais? Est-ce que le fait d'être plus empathique, par exemple, est susceptible de faire que dans le cadre de l'expérience de Milgram, tu te dises ça n'a pas de bon sens d'électrocuter des gens, moi je voudrais pas être à sa place, or donc je refuse l'ordre injuste de l'autorité. On a tout essayé. Est-ce que la personnalité, le niveau d'éducation, l'empathie, est-ce qu'il y a des caractéristiques individuelles qui font que des gens refusent davantage l'ordre injuste? Il n'y en a pas. Il n'y en a à peu près pas. Il y a peut-être certaines expériences avec certains échantillons qu'en torturant les données, ont sorti une caractéristique qui était très légèrement associée via une corrélation là, au fait de refuser d'obéir. Mais en général, peu importe tes caractéristiques individuelles, t'obéis à l'autorité, qu'elle soit injuste ou pas, et que tes caractéristiques, peu importe c'est quoi tes caractéristiques personnelles, que tu sois empathique, que tu sois pas empathique, que tu sois quelqu'un qui est peut-être plus confrontant. Si quelqu'un est plus confrontant, peut-être que tu es plus susceptible de dire à l'autorité « Hey, tu me diras pas quoi faire. » t'sais. Mais non, il n'y a aucune caractéristique individuelle qui est de façon là, significative et stablement associée au fait d'obéir ou de refuser l'ordre injuste de l'autorité. Et ça, c'est quand même assez troublant. Donc, c'est un peu ça aussi que je vous disais en début de cours.
c'est bien cute l'étude de la personnalité, c'est bien cute l'étude des prédispositions individuelles du monde psychique, mais grosso modo, toutes ces influences-là ne valent pas l'influence des pairs d'un cercle social, de l'autorité, des lois d'un État, etc. Ce qui est un peu le triangle de la socio sur la psycho, là, malheureusement, mais bref. Donc, au niveau des caractéristiques personnelles, rien n'influence l'obéissance à l'autorité. Ce qui peut être déculpabilisant aussi, parce que ça participe à déculpabiliser ceux qui sont allés jusqu'à électrocuter la personne dans le cadre de l'expérience de Milgram. Ils peuvent se dire, ok, j'ai peut-être découvert de quoi de sombre sur moi, mais en même temps, c'est rassurant de savoir que c'est pas parce que je suis une mauvaise personne. Okay? Il y a pas comme des bonnes personnes qui obéissent pas à l'autorité et des mauvaises personnes qui obéissent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça n'a pas rapport à tes caractéristiques personnelles. Or, ça peut être déculpabilisant de constater que si tu as obéi à l'autorité injuste de Milgram, c'est pas nécessairement que tu es une mauvaise personne parce que l'obéissance n'est pas tributaire de caractéristiques personnelles. On jase un peu de Zimbardo. Et la vidéo que vous aviez à visionner avant le cours, là, vous pouvez le faire après, on s'entend. C'est Zimbardo lui-même là, qui est encore en vie, qui parle essentiellement du corpus de recherche qu'il a fait au courant de sa vie et qui donne son avis d'expert sur comment les horreurs de la prison Abu Ghraib ont été susceptibles de se produire. Et notamment de par son expertise qu'il avait développée dans le cadre du Stanford Prison Experiment plusieurs années auparavant. Parce que les trucs d'Abu Ghraib, ça s'est fait dans quelle année, je pense? C'est dans les années... je sais pas l'année exacte, là, mais c'est passé les années 2000, il me semble bien. Tandis que le Stanford Prison Study, ça a été fait dans les années 70. Donc, le Stanford Prison Experiment, c'est financé par le US Office of Naval Research, puis l'objectif du US Office qui les pousse à financer ça, c'est qu'ils veulent comprendre l'émergence de conflits dans leur système carcéral. Là, il y a comme des gardiens, puis les prisonniers sont toujours en train de s'ostiner, puis ça escalade à un point que ça devient très inconfortable. On veut comprendre qu'est-ce qui fait que des groupes en viennent à se polariser, puis se détester de la sorte dans nos prisons. On veut que ça se passe pas trop mal, idéalement. Donc, l'objectif, c'est de comprendre l'émergence de conflits dans le système carcéral et de mieux comprendre les dynamiques de pouvoir entre les gardiens et les prisonniers. Puis, l'espèce d'hypothèse de base des gens du US Office, c'est qu'il y a des pommes pourries. Il y a une gang de pommes pourries dans les prisonniers ou dans les gardiens qui vont influencer les autres à faire des actes là, inhumains. Et il est là le problème. Tandis que Zimbardo, il a une vue complètement différente du phénomène. Il dit, j'ai pas l'impression que c'est une question de prédisposition personnelle. J'ai l'impression que si tu polarises des groupes, même si tu mets carrément des saints d'un bord et de l'autre, les gens vont en venir de par le fait que les groupes sont opposés à se détester, à se polariser, puis à ce qu'il y ait une dégradation naturelle des conditions, qu'il y ait des pommes pourries ou pas dans un groupe ou l'autre. Donc, l'objectif, entre autres de Zimbardo, c'est de voir si l'influence du contexte, donc le fait qu'il y ait des gardiens qui ont une position de pouvoir sur les prisonniers, et que les prisonniers sont encouragés, évidemment, là, à tisser des liens entre eux parce qu'ils passent leur temps entre eux, et à ne pas aimer les gardiens, parce que les gardiens, ben, évidemment, puisqu'ils ont un pouvoir sur les prisonniers, ils font régner l'autorité autant qu'ils peuvent. Mais bref, est-ce que ce contexte d'opposition-là va avoir plus de poids dans l'explication des comportements que les prédispositions individuelles, le fait qu'il y aurait potentiellement une pomme pourrie en quelque part là-dedans? Y a-t-il une polarisation des groupes spontanés qui mène à une dégradation des conditions là, pour les deux groupes? Donc, Zimbardo emménage les locaux de son université en une fausse prison et il recrute 24 personnes qui sont jugées psychologiquement saines et qui sont réparties aléatoirement dans un rôle soit de gardien, soit de prisonnier. Il y a 12 gardiens, 12 prisonniers. Et pour être éligible au Stanford Prison Study, il faut que les participants subissent une batterie de tests psychologiques
Et tous ceux qui ont des personnalités trop particulières ou trop problématiques sont éjectés de l'expérience, n'ont pas le droit d'y participer. Donc, si par exemple quelqu'un a de fortes tendances antisociales ou psychopathiques, ben, la personne n'aurait pas été éligible à participer à l'expérience. Donc, on prend vraiment des gens là, qui sont les plus psychologiquement sains et normaux possibles, parce que c'est un peu ça le but de l'expérience. Le but, c'est de voir si avec des gens tout à fait normaux et sains, la marque va pogner, puis le feu va pogner dans la place. Ils sont attribués aléatoirement au rôle de gardien ou de prisonnier, mais c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit, vous avez été mis dans le groupe des gardiens parce qu'on a regardé ça, puis vous avez des caractéristiques personnelles qui vous prédisposent à être un gardien. Là, même chose pour les prisonniers. De sorte qu'il y a une forme d'appartenance à un groupe qui se crée. T'sais. Comme, oh, ouais, moi je suis un gardien, puis on m'a élu pour être un gardien, ça me valorise. T'sais. Les prisonniers sont arrêtés chez eux. La police est de connivence. Donc, ils savent que telle date, ils vont participer à l'expérience. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la police va venir sonner chez eux devant leurs parents pour les arrêter et les amener là, dans l'université qui est aménagée en prison. Donc, ils suivent un processus d'arrestation complet, d'entrée en prison, une fouille à nu. Ils se font remettre un uniforme de prisonnier sur lequel il y a un numéro. Ils disent, à partir de maintenant, tu t'appelles plus Gilles, tu t'appelles prisonnier numéro 34. Okay? Les gardiens se font donner des uniformes kaki, un sifflet, une matraque et des lunettes de soleil pour éviter le contact visuel et ainsi favoriser l'anonymité. Puis, on dit aux gardiens, vous faites ce que vous voulez, sauf évidemment des sévices corporels, vous n'avez pas le droit parce que c'est une expérience. Et il y a des normes éthiques, etc. Mais bref, vous avez le libre arbitre pour faire régner la paix. L'idée, c'est qu'on polarise pas les groupes. Là. On dit pas aux gardiens, dominez-moi ça, cette gang de prisonniers-là. On dit pas non plus aux prisonniers, là, faites un peu de marde, là, histoire qu'on ait du fun puis que ça brasse un peu. Non. C'est genre, les prisonniers, faites juste vivre votre vie de prisonnier. Les gardiens, faites ce que vous pouvez pour faire régner l'ordre, mais faites-en pas trop, tu sais. Surtout pas de sévices corporels, bien sûr. Puis, voilà, on regarde comment ça se passe. On regarde ça durant 2 semaines. Donc, la durée de l'expérience anticipée, c'est 2 semaines. Bon, on regarde comment ça se passe. Là, voir s'il va y avoir une petite dégradation des conditions, ou si ça va être bien correct. Tout le monde va vaquer à ses occupations en lisant des bons livres là, durant 14 jours. C'est vraiment pas ça qui s'est passé. Ça a été une catastrophe. Donc, au début de l'expérience, les gardiens se retrouvent entre eux et se prime. Ils se disent, bon, on va montrer aux prisonniers là, que c'est nous autres les boss sites, là, puis ils se priment en bien gros à faire ça. Fait que les prisonniers qui ont absolument rien fait, qui ont juste vaqué à leurs occupations tranquillement, ben pataclave, durant la nuit, une gang de gardiens ouvre les lumières à genre 3-4 heures du matin, font plein de bruit, passent les matraques sur les barreaux, de sorte que ça fait un réveil un peu sec. OK? Et justement, les prisonniers disent, les gardiens rappellent aux prisonniers que c'est nous autres les boss sites, puis vous allez obéir, puis tenez-vous tranquille les prochains jours. Là, les prisonniers sont un peu en maudit, ils se rendorment, et le lendemain matin, ils jasent de ça, puis ils font comme, aïe, ça n'a pas de bon sens, les gardiens, on leur a rien fait, puis ils nous font ça durant la nuit, on fait une rébellion parce qu'on vient de subir de quoi de vraiment injuste. Donc ils se rebellent contre l'autorité injuste. Et là, évidemment, ça veut dire qu'ils se mettent en opposition avec les gardiens, mais qu'en réalité, les gardiens se sont mis en opposition avec les prisonniers au début. Là. Mais les gardiens se mettent à utiliser des moyens pour contrôler les prisonniers qui fomentent des rébellions de plus en plus élevées et de plus en plus sadiques. Et ça prend des proportions absolument hallucinantes. Okay? Et une des raisons pour lesquelles ils utilisent des moyens de plus en plus intenses et sadiques, c'est qu'ils étaient certains que les caméras étaient éteintes la nuit. C'est pourquoi ils vont surtout infliger leur mauvais traitement durant la nuit. C'est quand même assez troublant. Donc, ils vont faire des réveils brutaux durant la nuit. Ils vont forcer les prisonniers à faire des push-ups pendant que les gardiens mettent un pied ou s'assoient sur les prisonniers. Ils vont vaporiser le contenu d'instincteurs sur les prisonniers. Ils vont les mettre en isolement et vont même, à un moment donné, les forcer à simuler des scènes de sodomie. Donc Kim qui nous dit qu'il y a un film sorti en 2015 sur l'expérience. Effectivement, je vous donne le titre dans la slide suivante. Il y a aussi un film qui est sorti dans les années 2000, qui est le film Das Experiment, qui est une version
moins fidèle aux faits là, et très très romancé et pour faire un gros film plein d'explosions. Mais ça reprend un peu l'idée. Donc, t'as le film, en fait, film sur le sujet. Premier Das Experiment 2001, beaucoup plus romancé et moins collé sur les faits. Mais en 2015, The Stanford Prison Experiment, qui est beaucoup plus réaliste. Et en fait, Zimbardo, qui est le gars qui a fait cette expérience-là, a été consultant sur le film pour s'assurer que les faits étaient les plus proches de la réalité possible. Donc, Das Experiment, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas très proche de la réalité. Stanford Prison Experiment 2015, c'est un excellent film. Je vous le recommande encore plus que celui sur Milgram, si vous avez à choisir un des deux. Donc, et justement, comme je disais, les gardiens vont jusqu'à forcer les prisonniers à simuler des scènes de sodomie. Donc, ça vire assez trash assez vite. Éventuellement, un prisonnier demande carrément de sortir de l'expérience. Là, il dit au gardien, je suis plus bien, je suis en train d'hyperventiler, je fais des crises de panique. Moi, j'ai pas signé pour ça. Je suis pas ici réellement. Là. Je suis un étudiant universitaire qui participe à une expérience. Là. J'ai pas signé pour ça. Je demande à être retiré de l'expérience. Et les gardiens carrément refusent. Les gardiens refusent d'acheminer sa demande à Zimbardo, qui était un peu l'autorité de l'expérience. C'est trash au point que, éventuellement, très peu de temps avant que l'expérience soit arrêtée, il organise une genre de visite de parents. Pas visite de parents, mais visite en général. Tu sais, quand vous êtes en prison, on vous le souhaite pas, là, mais quand vous êtes en prison, vous avez droit à des visites périodiquement. Là. Votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents peuvent venir vous voir, jaser un petit peu avec vous autres pour maintenir le moral, tu sais. Et donc, Zimbardo, dans le fond, dans le cadre de l'expérience, désigne une séance de visite, dans lequel justement les parents principalement des étudiants universitaires qui jouent les prisonniers peuvent aller les voir, puis discuter un peu avec eux autres, puis savoir comment ça se passe. Puis au moment où la journée des visites arrive, ça a dégénéré. Je veux dire, la salle de l'expérience est un fouillis, tout est cassé, de par les rébellions puis les tentatives des gardiens de regagner l'ordre. Les prisonniers ont des cernes jusqu'à la bouche. Les prisonniers ont peut-être des bleus, sont un peu amochés, sont un peu shaky psychologiquement, là, sans grande surprise, parce qu'ils ont subi des trucs absolument horribles. Et les gardiens vont pousser l'audace jusqu'à mettre des gardiens partout dans la séance de visite pour être sûr et certain qu'il n'y a pas un prisonnier qui va s'ouvrir la gueule puis qui va dénoncer les traitements inhumains qu'ils sont en train de subir. Et ils font le ménage complet de la salle d'expérimentation, de sorte que la prison ait l'air le plus présentable possible, même s'il était complètement dégueulasse puis en lambeaux la veille, et vont jusqu'à maquiller les prisonniers pour qu'ils aient l'air plus en forme qu'ils ne le sont réellement. Donc, ils sont allés vraiment extrêmement loin. Et on se rappelle, là, 12 personnes, des étudiants universitaires qui ont été screenés psychologiquement pour être le plus normaux possible. Après 6 jours, une étudiante de doc qui s'appelle Christina Maslach va faire des entrevues avec les participants. Dans le fond, c'est vraiment de dire on complémente l'observation de l'expérience par des entrevues qualitatives. Et elle va voir, elle va à l'intérieur de la prison et demande aux prisonniers comment ça se passe, comment vous vivez ça. Puis là, les prisonniers, dans le fond, déclarent les traitements qu'ils subissent. Et là, l'étudiante fait « Oh my God, ça n'a absolument aucun bon sens » et capote un peu. On va voir les gardiens. Elle fait comme « C'est-tu vrai que vous avez fait ça? » Et les gardiens répondent « Oui, oui, oui. » Puis tu sais, avec un peu de fierté, « Oui, 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 on les a matés, les petits prisonniers. Maintenant, ils savent leur place. » Fait que là, évidemment, elle capote. Elle va voir Zimbardo. Puis elle fait comme « Il faut absolument que tu arrêtes ça. Ça a dégénéré comme c'est pas possible dans la prison, dans la fausse prison. Il faut arrêter ça immédiatement. » Et c'est là que Zimbardo met fin à l'expérience, puis notamment dans le film Stanford Prison Experiment, une espèce de moment où son étudiante le confronte à dire arrête l'expérience, puis il réalise que ça a dégénéré à un point qu'il n'y a pas de bon sens. Puis au début, il hésite à arrêter l'expérience, il tient trop, tu sais. Puis finalement, évidemment, il se laisse convaincre, une espèce de moment où il change d'avis, vraiment un beau moment de cinéma. Or donc,
d'une certaine façon, et là je sais que l'expérience de Zimbardo est quand même controversée là, au plan méthodologique. Là. Il y a comme des sites web de gens qui critiquent l'expérience de Zimbardo. Il y a des sites web qui défendent l'expérience de Zimbardo contre les critiques qui y sont adressées. Là. Fait que là, je ne prétends pas être l'expert en la matière. Mais sachez que l'expérience de Zimbardo là, est quand même critiquée. Il y a plusieurs aspects méthodologiques qui sont comme est-ce que c'est vraiment généralisable et reproductible. Mais toujours est-il que, mettons qu'on prend ces résultats pour du cash, il y a eu raison. C'est pas des pommes pourries dans des groupes qui ont mené les gens à se maltraiter. C'est vraiment juste le fait d'être dans un milieu où deux personnes, ou deux groupes de personnes sont naturellement mises en opposition, ça va dégénérer. Et c'est un peu ça dont il parle dans son TED Talk par rapport aux horreurs de la prison d'Abu Ghraib. Et là, la vidéo est meilleure que moi, bien sûr, pour vous relater qu'est-ce qui s'est passé. Là. Mais grosso modo, la prison d'Abu Ghraib, c'est une prison en Irak qui est possédée là, par des Américains. Et le but, c'est d'y mettre des prisonniers de guerre irakiens afin d'en extraire des informations pertinentes. Okay? Puis quand on parle d'extraire des informations pertinentes, on s'entend un peu ce que ça veut dire. Okay? Le but qu'on demande aux Américains, c'est de soften up, là, de ramollir un peu les prisonniers pour qu'ils donnent des infos qui vont nous permettre là, de gagner la guerre ou X, Y, Z. Et c'est une prison qui est sans caméra, sans surveillance, et c'est un peu l'idée, parce que s'il y a des caméras qui donnent des images de soldats américains qui torturent des prisonniers irakiens, puis que ça leak, évidemment, c'est pas idéal pour le gouvernement américain. Hein? Donc, c'est une prison qu'on dit, écoutez, votre mandat, c'est pas de torturer les gens, là, c'est pas vraiment ça, mais il n'y a pas de caméra, puis ramollissez-les pour qu'ils donnent des informations qui vont nous permettre de gagner la guerre. T'sais. On va vous mettre là-dedans, puis j'imagine que tout va bien se passer. T'sais. Et évidemment, c'est pas du tout ça qui se passe. Il se passe une situation excessivement similaire au Stanford Prison Study, sauf que là, c'est des vrais prisonniers, c'est des vrais soldats, puis il y a personne qui arrête l'expérience au bout de 6 jours parce qu'il se rend compte que ça dégénère. Donc, ça dégénère d'une façon pas possible. Les soldats américains soumettent les prisonniers irakiens à des horreurs sans nom. Là. Puis désolé pour ceux qui ont vu la vidéo et qui ont été choqués. Là. Il y a une couple d'images qui sont vraiment, vraiment élevées, mais ils roulent les prisonniers dans la merde. Ils les forcent à être nus, à simuler des scènes de sodomie. Il y a du sang partout dans la prison. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment horrible. C'est catastrophique. Tu sais. Éventuellement, ça leak parce que esti, les prisonniers américains, les soldats américains sont allés tellement loin dans leur maltraitance qu'ils prenaient des photos avec leur cellulaire, des images de maltraitance qu'ils infligeaient aux prisonniers irakiens, puis éventuellement ces images-là ont leaké. Là, ça leak. Puis ben là, immédiatement, tu as des gestionnaires américains, là, des hauts officiers de l'armée qui font comme « ça n'a pas de bon sens cette affaire-là, on comprend pas comment ça a pu arriver, comment se fait-il que des gens soient allés si loin, là? On va aller voir dans nos soldats américains c'est qui les pommes pourries, puis on va leur faire des procès militaires, là, parce que ça n'a pas de bon sens qu'ils soient allés là. » Comme... Fait que dans le fond, c'est une déresponsabilisation totale, là. On a subtilement demandé à des gens de ramollir des prisonniers irakiens, puis on n'a pas mis de caméra on purpose. Mais on se surprend énormément que ça ait dégénéré à ce point-là. C'est ça que Zimbardo il dit chercher les bad apples, c'est une horrible déresponsabilisation de l'armée et du gouvernement américain. Ils ont mis en place le contexte qui fait que les bad apples vont émerger. Ils ont construit le baril de pommes problématique. Fait que faut pas chercher les bad apples, faut chercher le bad barrel. Donc c'est vraiment l'idée que c'est une honteuse des responsabilisations du gouvernement et de l'armée américaine de chercher des coupables parmi, mettons, est-ce qu'il y a des soldats américains qui étaient plus psychopathes puis qui ont amorcé ces mauvais traitements-là parce que lui, on va le faire payer. T'sais. Puis justement, Zimbardo a été appelé comme témoin expert et témoignait justement du côté des soldats américains carrément pour dire de mettre des soldats américains comme les coupables de ça puis de les punir eux et de le gouvernement s'en tirer sans absolument aucune remontrance. C'est une énorme déresponsabilisation. C'est de votre faute si ça s'est arrivé. C'est pas de la faute des soldats américains parce que justement, quand tu mets deux groupes en opposition dans un endroit qui est pas trop surveillé,
même si les deux groupes c'est constitué de gens tout à fait normaux et sains psychologiquement, ça va dégénérer. Puis là, vous avez mis des conditions qui sont particulièrement propices à la dégénérescence. Donc, it's on you, le gouvernement américain. Okay? Donc, c'est un peu l'avis de Zimbardo là-dessus. Et regardez la vidéo dans tous les cas. Là, moi, c'est un résumé, là, mais la vidéo est quand même vraiment très intéressante. Et Zimbardo parle de l'effet Lucifer. Okay? Et l'effet Lucifer, c'est un processus de transformation où une personne apparemment normale, gentille, intégrée, devient capable de commettre des actes atroces. Puis ces actes atroces-là, ils prennent racine dans la situation et non dans des troubles mentaux latents dus à la personnalité ou à des traumas. C'est de la faute de la situation et du système qui a mis en place cette situation-là. Ce n'est pas de la faute des gens individuellement. Okay? Et comme j'ai dit, regardez le TED Talk, c'est troublant, mais fascinant. Parlant d'affaires moins troublantes et fascinantes, il est 8h11, on va donc prendre une pause de 15 minutes, on revient à 8h25 pour la suite du cours. À tantôt tout le monde.